de l'ambassade française. Et parmi ces 200 personnes, il y avait 25 ressortissants français et le reste, pour la très grande majorité, des ressortissants afghans. On a pu les voir de loin dans la passerelle lorsqu'ils quittaient l'avion et rejoignaient l'aéroport. Et ce que l'on a pu voir, c'est de nombreuses familles, des femmes, des enfants, de très jeunes enfants, des bébés dans les bras de leurs parents. Voilà les personnes qui sont accueillies aujourd'hui. Ces personnes, elles vont être prises en charge notamment par l'association France Terre d'Asile avec des démarches de visa accélérées. Ça, c'est pour les ressortissants afghans. Et de manière générale, toutes ces personnes qui ont pu quitter Kaboul la nuit dernière seront prises en charge par les services de la préfecture, mais aussi de l'agence régionale de santé. Dans le contexte sanitaire Covid que l'on connaît, ils vont être dépistés. Et pour ceux qui ne sont pas totalement vaccinés, ils devront respecter une quarantaine de 10 jours. Une prise en charge également, on peut l'imaginer, psychologique, avec une cellule qui va les accueillir, parce qu'il faut s'imaginer que c'est plus de 200 personnes qui ont rejoint aujourd'hui le territoire français. Ils ont vécu des dernières heures extrêmement éprouvantes dans un état de chaos à l'aéroport de Kaboul, mais aussi des dernières semaines et des derniers mois où ils ont pu voir la dégradation des conditions en Afghanistan avant la reprise de Kaboul par les talibans. Merci Amélie Rosic, merci à Hugo Dorsemène qui vous accompagne. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, était l'invité tout à l'heure sur BFM TV d'Alain Marshall. Il estime qu'il n'est pas question de reconnaître l'État taliban. Ça, ce n'est pas une question d'actualité pour la France aujourd'hui. Quand on prend le pouvoir par la force, on n'est pas légitime. Et on connaît l'histoire des talibans. Je sais qu'ils font preuve de beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir une reconnaissance internationale. Mais il ne suffit pas de faire des déclarations comme on peut les lire ici et là sur le respect du droit des femmes. Il faut encore des actes. Et pour évoquer la situation en Afghanistan et le début des opérations d'évacuation, avec nous en plateau Guillaume Farde, consultant sécurité pour BFM TV, bonsoir. Et puis Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter, réalisatrice de Vivre en pays taliban. Solène, avec d'autres confrères et des bénévoles, vous avez réussi à financer un vol charter pour rapatrier 145 Afghans, mais il vous manque encore une autorisation pour atterrir. Vous pouvez nous raconter ? Oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre là dans ce qui se passe à Kaboul en ce moment, c'est que l'aéroport, comme on le sait, est totalement pris d'assaut. On a imaginé au début que ce serait une sorte de zone sanctuaire, une sorte de zone refuge. Ce n'est pas ce qui est en train d'arriver. Hein. Les cohues autour de l'aéroport sont dantesques. On sait que les talibans, par moments, frappent et dissipent la foule. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce qu'on vient d'entendre, puisque moi j'étais très en lien avec des gens qui étaient dans les bus, des gens qui sont partis de l'ambassade de France pour aller à l'aéroport. Ils ont été bloqués, freinés par la foule, et c'est d'ailleurs... Il y a des témoignages assez effrayants, justement, de familles. Effrayants, et ce sont les talibans, croyez-le ou non, qui ont rétabli la sécurité et qui ont dissipé la foule. Et ces mêmes talibans, à d'autres checkpoints où on a d'autres amis qui se rendaient, arrêtaient les femmes parce qu'elles cherchaient à partir seules. Et que pour une question d'honneur, une femme afghane, à leurs yeux, ne doit pas voyager seule. Donc c'est dans ce contexte-là, si vous voulez, que les gens essayent de continuer de s'échapper. Ils ne le peuvent pas, parce que donc les accès sont quand même très restreints. Ils ne le peuvent pas parce que l'aéroport militaire est encore trusté en fait par les vols des Américains principalement. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait dans cette situation? Qu'est-ce qui va se passer dans une semaine quand les Américains ils auront terminé d'exfiltrer tous les gens qu'ils ont promis d'emmener? Eh bien, ils vont partir. Et quand ils vont partir, il n'y a pas de vols commerciaux en Afghanistan. Donc en fait, cette chape de plomb va s'abattre complètement sur les gens qui sont très à risque. Ils ne sont pas tous très à risque, ils ne vont pas tous mourir avec les talibans, évidemment, on ne dit pas ça. Il y a plein de gens qui peuvent travailler, qui pourront sans doute travailler, même en ville. Mais il y a des milliers de gens, des centaines, qui risquent la mort et qui sont en train de subir un fichage de la part des talibans, avec les talibans qui viennent rendre visite dans leur bâtiment, qui viennent demander aux voisins qui habitent ici, qui habitent là, et on sait ce qui va se passer. Il y a déjà des voitures qui sont réquisitionnées, il y a déjà des maisons qui sont réquisitionnées. Donc nous, en fait, mais c'est énormément de gens autour de moi, on fait depuis 3 jours des fichiers Excel, en fait, où on fait une liste de tous les gens qui sont les plus à risque avec des codes couleurs. On a réussi à obtenir de l'argent d'une fondation américaine, un charter. Il y a déjà des charters qui sont partis. Et là, ce qu'on demande, en réalité, on a tous les documents qui nous permettent à l'aéroport de Kaboul, via les Américains, qui nous permettent de partir. On a besoin que cet avion atterrisse quelque part. Voilà, et donc on a demandé au président Macron, à minima, pour ces 145 profils qui regroupent, je le répète, des artistes, des journalistes, des traducteurs, qu'ils soient accueillis ici.
Alors, vous avez vu ces images de ce soir, cet avion qui s'est posé avec toute cette émotion. Ces familles, vous les connaissez? Qui sont ces gens qui sont à bord des appareils, qui ont besoin de quitter Kaboul, de quitter l'Afghanistan? Quels sont les profils? Il y a des profils très différents. Alors dans les gens qui étaient dans l'ambassade, il y avait à la fois des ressortissants français, mais en petit nombre parce que la plupart étaient partis dans le premier vol. Il y avait des ressortissants français, d'ailleurs des journalistes, mais il y avait aussi des Afghans qui ont eu des visas récemment, des visas courts, des visas de 3 mois qui pourront ensuite transmuter en visa réfugiés ici, on espère. Mais il y a aussi les Afghans qui étaient en procédure de visa, qui n'ont pas nécessairement eu visa et qui ont couru à l'ambassade de France parce que l'ambassade de France, les rumeurs se sont répandues beaucoup dans Kaboul ces derniers jours. On a pensé que l'ambassade de France était un des endroits qui évacuerait en masse. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui se sont pressées. Et il faut reconnaître d'ailleurs, et on ne peut pas accuser les journalistes de connivence avec l'ambassade de France, puisque la presse s'est beaucoup attaquée à l'État français pour ne pas aider les traducteurs, vous savez, de l'armée française. Là, l'ambassade de France, le convoi qui est parti à Kaboul, c'est 7 bus locaux de nuit. Bon, il faut quand même reconnaître que ça s'est fait dans des conditions terribles. Ça s'est quand même fait très professionnellement. On va revenir un peu en France avec vous, Guillaume Fabre. En quoi le régime des talibans qui reprend le pouvoir en Afghanistan peut avoir un impact sur notre sécurité en Europe et évidemment en France? De multiples manières. À vrai dire, l'Afghanistan a toujours été suivi par nos services de renseignement. Et depuis 2001, à aucun moment il n'a été question de ne pas suivre ce qui s'y passait. L'Afghanistan, c'est le berceau d'Al-Qaïda. Al-Qaïda naît d'une aventure afghane. C'est Oussama Ben Laden qui suit Abdallah Azzam pour aller affronter les soviétiques. Et Al-Qaïda est conçu sur la terre d'Afghanistan. Et d'ailleurs, depuis l'Afghanistan, Al-Qaïda va préparer des attentats dont certains sont très spectaculaires, à commencer par les attentats du 11 septembre 2001. Et puis même d'autres attentats vont être fomentés ensuite par Al-Qaïda qui vont frapper l'Europe. Vous vous souvenez des attentats de Madrid? Tout de même les attentats les plus meurtriers qui ont frappé l'Europe récemment. Et puis l'attentat de Londres en 2005. Et donc le risque principal, c'est que l'Afghanistan redevienne une base arrière pour Al-Qaïda. On n'en est pas là à l'heure où on se parle, on en est même très loin. Al-Qaïda est une organisation terroriste qui a été considérablement affaiblie à partir de 2001, donc sous l'effet de l'opération de la coalition, et puis surtout à partir de 2011. Oussama Ben Laden est neutralisé le 5 mai 2011, et à partir de là, Al-Qaïda va commencer à décliner, malgré le fait que certaines franchises résistent plutôt bien, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Al-Qaïda... Justement, est-ce que comme l'État islamique avait fait un appel d'air, si j'ose dire, pour des djihadistes français qui partaient en Syrie, est-ce que là on peut imaginer des djihadistes français qui seraient intéressés pour partir en Afghanistan? A priori, les services français estiment qu'il n'y a pas une énorme menace là-dessus. Non, pour une raison simple qui tient à la différence entre l'État islamique et Al-Qaïda. L'État islamique, dans l'État islamique, il y a État. Et dans le projet de l'État islamique, il y a le fait d'avoir un territoire. Ce que Al-Qaïda n'a jamais revendiqué. Al-Qaïda avait des bases arrières, avait des camps où on pouvait se préparer. Un certain Mohamed Merah, si vous vous en souvenez, a notamment visité des camps d'Al-Qaïda en zone pakistano-afghane. Donc ça, oui, ça, Al-Qaïda pourrait essayer de se réimplanter avec une forme de complaisance plus ou moins importante de la part du régime taliban pour recommencer à fomenter des attentats qui sont des attentats relativement complexes, sophistiqués, projetés. On en est encore extrêmement loin aujourd'hui. Maintenant, il est vrai que s'il y avait ces bases arrières, peut-être que ça pourrait attirer certains djihadistes. Il y a peut-être un risque aussi qu'on n'a pas évoqué si on a quelques minutes, mais c'est le fait que si Al-Qaïda pouvait reprendre un peu pied en Afghanistan, il y aurait une propagande, notamment sur les réseaux sociaux, qui serait un petit peu plus dynamique. Et en cela, il n'y aurait pas nécessairement des attentats projetés, mais par contre des individus qui, sur le sol français, étant en lien avec ces réseaux-là, suivant cette actualité néfaste, auraient l'intention de passer à l'acte. Et ça, c'est suivi, pour le coup, de particulièrement près par nos services de renseignement. Dans notre prochaine édition, merci Guillaume, dans notre prochaine édition, les incendies, le Var toujours en proie à d'importants incendies, 2 personnes ont trouvé la mort, 5000 hectares sont partis en fumée, des milliers d'habitants et de touristes sont toujours